Salut à tous, vous vous posez peut-être des questions si vous vivez en Israël sur le mouvement réformé. Alors, qu'est-ce que ce mouvement, ou d'autres l'appellent le mouvement israélien du judaïsme ou pour le judaïsme progressiste? Eh bien, nous allons en parler avec la coordinatrice des activités pour le public francophone. Elle s'appelle Laura Jeannot, elle est avec nous. Restez toute l'émission si ça vous intéresse, un sujet passionnant. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer. Laura Jeannot, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ravie de vous accueillir. Alors, c'est vrai que ce mouvement, on en parle beaucoup. Alors, pas forcément en connaissant de l'intérieur. Et c'est bien que vous soyez là pour nous en parler, puisque en Israël, on sait qu'il existe une 50aine de communautés. Alors, je ne sais pas si je dis réformées ou pour le judaïsme progressiste. On peut dire les deux ? On peut dire les deux. Il y a plusieurs termes, mais en gros, c'est la même chose. Ok. Et puis, surtout, on sait que la communauté de juifs réformés ou progressistes est très importante aux États-Unis. On parle de plus de 2 millions d'adhérents, donc c'est beaucoup de monde. Et c'est, on va dire, la deuxième communauté juive au monde. Exactement. Donc c'est vrai que pour le public francophone, la communauté réformée ou libérale est plutôt petite. C'est vrai que pour les gens qui ont grandi en France, on sait qu'il y a très peu de communautés libérales. Il y en a quelques-unes quand même. Il y a une vingtaine de rabbins réformés en France. Mais la majorité des juifs qui se revendiquent comme étant libéraux ou réformés sont aux États-Unis. Aujourd'hui, il y en a quand même dans une quarantaine de pays du monde. Mais notamment aux États-Unis. Beaucoup. Alors, comment est né ce mouvement et par qui ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au 19e siècle, en Allemagne, les Juifs avaient soif d'émancipation et notamment par rapport à la halakha, ils ont décidé, ils avaient besoin de réformes, de quelque chose qui soit différent. Pourquoi c'était trop compliqué, trop lourd ? Ils avaient envie de changer de vision ? Je pense qu'il y avait, ça a été à l'époque où il y avait également le mouvement des Lumières et de la Scala. Et les gens avaient besoin de quelque chose de différent. Moi, je dis toujours, c'est pas, ils n'avaient pas envie de quitter le judaïsme ou le monde orthodoxe. Ils avaient besoin de quelque chose qui correspondait plus à ce qu'ils recherchaient à cette époque. Peut-être aussi avec une soif de modernité et de choses qui étaient différentes de ce qu'on leur proposait. Et donc, sous l'impulsion de Moses Mendelssohn, ce courant a pris forme. Exactement. Alors, pour nous qui ne sommes pas forcément toujours très au courant, je pense aussi à ceux qui nous regardent, c'est quoi un juif réformé ? C'est quoi un juif progressiste ? Un juif réformé, c'est un juif tout court. Il n'y a pas énormément de différence avec un juif orthodoxe. Après, sa pratique, forcément, est différente. C'est un juif qui, déjà, se reconnaît dans un courant qui est égalitarien. Ça, c'est vraiment la principale différence. Ça veut dire que la place des hommes et des femmes est la même, leur fonction est la même. C'est-à-dire qu'on peut les interchanger, c'est ça ? C'est-à-dire qu'ils peuvent prétendre au même poste, c'est-à-dire un poste, par exemple, aux mêmes fonctions. Il y a des hommes et des femmes rabbins, il y a des hommes et des femmes qui sont chazan ou chazanites, qui font la prière. Les garçons comme les filles peuvent monter à la Torah lors de la bar ou bat mitzvah. Donc c'est totalement égalitarien. Après, il y a des choses qui sont réservées, des mitzvot qui sont réservées à la femme et d'autres aux hommes. Est-ce que les femmes aussi comptent dans le minyan, par exemple ? Totalement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un minyan totalement féminin ou un minyan totalement masculin ou un minyan mixte. D'accord, donc ça c'est pour la partie, on va dire, pratique religieuse. Alors, on sait, par exemple, je vais reprendre les choses depuis le début, dans le courant orthodoxe, on est juif quand sa mère est juive. Qu'est-ce qu'il en est chez vous ? Alors déjà, la filialité, on est juif par la maman, mais également par le papa. Ça peut être par les deux parents ou par l'un des deux, pas nécessairement par la mère. Donc c'est aussi une différence majeure. Après, le judaïsme réformé est également très ouvert à la conversion. C'est-à-dire que les gens qui ne viennent pas de famille juive ou de famille interreligieuse, pour pas dire mixte, parce que c'est un terme qui est parfois un peu qui est moins sympathique, peuvent aspirer à la conversion. Alors, quand vous dites conversion, c'est une conversion, bien sûr, qui n'est pas reconnue par le judaïsme orthodoxe ? C'est une conversion qui n'est pas reconnue par la rabbanout en Israël ou par le consistoire en France. D'accord. Qui n'est pas reconnue par les institutions orthodoxes, mais qui est reconnue, par contre, par le mouvement libéral ou réformé partout dans le monde. C'est quoi la grosse différence ? Ça veut dire qu'est-ce qu'on... Dans la conversion ? Ouais. Je pense que c'est la différence majeure, c'est une halakha qui est plus souple chez les libéraux. Et aussi, en fait, on fait beaucoup confiance à l'homme
et à sa capacité de choisir, de dire ça me convient plus ou... Alors, une halakha plus souple, ça veut dire quoi? Parce qu'on sait très bien qu'en général, dans le judaïsme orthodoxe, la halakha, c'est vraiment la ligne rouge à ne pas dépasser, qu'on l'applique à la lettre, c'est très très important. Donc, chez vous, la halakha, en fait, c'est plus du bon sens, c'est ça? Il y a une partie de bon sens, exactement. C'est vrai que ça rentre en ligne de compte. On ne se base pas uniquement sur le bon sens. Il y a également une partie de halakha dans le judaïsme libéral, mais une halakha qui peut être modifiable, entre guillemets, sachant que la halakha, même chez les orthodoxes, elle a été modifiée par le passé et elle est aujourd'hui encore parfois modifiée. Qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas uniquement chez les libéraux. Il y a des choses qui étaient recevables il y a 50 ou 100 ans et qui ne sont pas aujourd'hui. Bon, on va prendre par exemple un thème important, la tsniout. Donc les lois de décence qui sont essentielles, en tout cas chez les orthodoxes, que chez vous ça existe aussi ou pas, ou autrement? Eh ben, la tsniout, c'est un bon exemple. Par exemple, nous, on ne se base pas sur la halakha pour la tsniout. Okay. Et puis, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense que les halakhot de tsniout, elles sont, si on regarde, au final, je pense qu'il y a très peu de gens qui les respectent parce qu'elles sont vraiment très, très pointues, mais vraiment très pointues. Et même les Clairement. gens, voilà, même les gens qui sont religieux, très religieux, je suis pas sûre qu'ils soient forcément tsniout d'après la halakha. Chez nous, par exemple, ça, pas du tout. On ne demande pas aux femmes d'avoir une tenue où les coudes sont couverts, où les genoux sont couverts. Par contre, voilà, quand on vient à un office religieux, y compris dans une synagogue libérale, on demande aux gens d'avoir une tenue décente, tout simplement parce que ça fait preuve de bon sens. Une tenue décente, mais sans, on va dire, mesure ou norme très précise qui va avec. C'est laissé au bon vouloir des Oui, qu'est-ce que c'est la décence aujourd'hui? Est-ce que c'est de porter un pantalon ou une jupe? Est-ce que c'est de porter une jupe qui soit très serrée ou au final pas du tout serrée? C'est des vraies questions. Moi, je pense que voilà, quand on voit les femmes rabbins chez nous, elles sont tout à fait tsniout, mais elles portent parfois un pantalon et un chemisier. Exact. Alors, je voudrais juste avoir quelques précisions. Par exemple, on parle beaucoup du mouvement des Massoratim, des modernes orthodoxes et forcément des réformés. Alors, quels sont les liens entre vous et quelles sont vos différences, s'il y en a? Alors, les modernes orthodoxes sont quand même plus proches des orthodoxes de façon générale. C'est des gens qui se basent quand même beaucoup sur la halakha, donc on est moins proche d'eux. Après, le judaïsme libéral, les juifs de la communauté sont très ouverts à faire des choses de façon générale avec toutes les communautés. On aime rencontrer les autres, on aime avoir des discussions. C'est important pour nous de connaître tout le peuple juif, pas uniquement les juifs qui sont libéraux. Ça, c'est très important. Donc, on est en connexion avec eux de façon régulière et on les connaît et on les fréquente. Maintenant, c'est des gens modernes orthodoxes, c'est des gens qui se basent plus sur la halakha de façon générale. Les Massortim, c'est des gens qui ressemblent beaucoup aux libéraux, mais il n'y a pas c'est pas égalitaire comme le judaïsme libéral. Il y a des petites différences par rapport à ça. C'est-à-dire je ne veux pas dire de bêtises, mais par exemple, jusqu'à récemment, les femmes étaient autorisées à lire, par exemple, dans le livre d'Esther ou la Haftara lors du Shabbat, mais pas dans la Torah. Voilà, je ne pense pas que ça ait changé depuis, mais c'était une différence jusqu'à il y a encore quelques années. Je pense que c'est toujours d'actualité. Ok. Alors, vous, comment vous êtes arrivé dans ce mouvement? Et puis, qu'est-ce que vous y faites, en fait? Est-ce que vous avez une formation? Est-ce que vous devez, je sais pas, vous avez des référents? Comment ça s'organise à l'intérieur? Alors, moi, j'ai connu le judaïsme libéral en France à un moment de ma vie où je cherchais autre chose qu'un judaïsme orthodoxe. Ok. J'étais pas du tout, à la base, j'étais pas du tout, j'avais pas beaucoup d'appétence pour la communauté libérale parce qu'elle est méconnue en France et elle a très mauvaise presse. Donc je pensais pas m'en rapprocher. Et puis au final, à un moment de ma vie, je cherchais autre chose et je me suis dit pourquoi pas ce type de judaïsme. J'ai rencontré le rabbin Pauline Beb, qui a été la première femme en France à être rabbin. Et j'ai commencé à fréquenter sa synagogue, à fréquenter des cours sur place. Et en fait, j'ai découvert un système de pensée qui était totalement différent et qui m'a beaucoup plu. Avec, alors on présente souvent le peuple juif comme le peuple élu. Nous, on estime que c'est un peuple qui a été choisi pour notamment faire du tikkun olam, réparer le monde, faire la tzedaka, voilà, pour vraiment s'investir dans un monde meilleur. Et moi, c'est des choses vraiment qui m'ont plu quand j'étais dans cette communauté, la CJL à Paris. Et voilà, j'y ai trouvé ma place et j'ai décidé d'y rester. Quand j'ai fait mon alia, il y a 3 ans,
en Israël, à Tel Aviv. J'ai cherché de façon tout à fait logique une communauté où me retrouver pour Shabbat, pour les fêtes. Et pour moi, c'était important d'aller dans une communauté libérale. Et c'est comme ça que j'ai découvert le mouvement pour le judaïsme progressiste en Alors Israël. justement, comment on devient cadre de ce mouvement, puisque c'est un peu ce que vous êtes aujourd'hui, puisque vous occupez de toutes les activités pour le public francophone, et il y en a beaucoup. Comment on évolue à l'intérieur de ce mouvement ? Alors, ce qui est super au sein du mouvement réformé de façon générale, c'est que on demande aux gens d'être très actifs. C'est-à-dire qu'on demande aux gens d'être force de proposition. Et ça, c'est vraiment super. On peut faire plein de choses. Quelqu'un qui va vouloir mettre en place un cours, une session, je sais pas, de culture, mener une tefila. Vraiment, les gens, c'est facile d'être actifs parce que on donne cette possibilité aux gens. On leur dit, il y a bien sûr des référents, il y a des rabbinim, mais on demande aux gens vraiment de prendre de s'investir complètement. Et donc, c'est très facile en fait de prendre des initiatives. C'est pareil, un système de pensée qui est très américain. Devenir entrepreneur, faire des choses. Et moi, j'ai commencé à devenir de plus en plus active au sein de ma synagogue. Et à un moment, il y avait un programme de leadership, un programme de management qui s'appelle Klal Israël. Ouais. Qui a été mis en place. Et on m'a dit, pourquoi tu proposerais pas ta candidature. Donc, c'est un programme, en fait, qui s'adresse aux jeunes entre 20 et 30 ans, partout dans le monde, qui font partie de communautés libérales vraiment partout dans le monde. Et avec un projet au sein de leur communauté. Donc moi, j'ai participé à ce projet cette année et puis ça m'a permis de découvrir plein de choses. Ouais, ok, donc c'est un espèce de grand séminaire, ça dure longtemps, ça dure, je crois que c'est 1 an, c'est ça ? C'est ça. Donc vous avez voyagé en Europe, en Israël, aux États-Unis. C'est ça, complètement. Il y avait, en fait, c'est un séminaire sur 1 an. Il y a des sessions online parce que comme les gens viennent de partout dans le monde, on peut pas les réunir forcément à la même heure, au même endroit tout le temps. Donc il y a des sessions online où on étudie, où il y a des intervenants, des rabbins, des conférenciers. Et puis il y a 3 séminaires vraiment physiques où on se retrouve. Donc là, on était 15 et où tous les jeunes se retrouvent et il y a plein de choses. Donc il y a eu 3 séminaires, un en Israël, le premier, le deuxième en France. C'est toujours dans un pays d'Europe. Cette année, ça a été à Paris. Et le dernier aux États-Unis, donc qui a eu lieu en août dernier et qui était vraiment exceptionnel. Ok, j'imagine. Ouais. Vous avez dû apprendre beaucoup de choses. C'était super. Ouais, j'imagine beaucoup. Alors, ce qui peut être aussi intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est de connaître, parce que c'est vrai que, il faut bien le dire, chez les francophones en général, il y a peu de juifs réformés. Quels sont vos rapports avec l'orthodoxie, avec la rabbanoute ? Comment vous vivez ça au quotidien ? Est-ce que vous êtes embêtés ? Est-ce que les rapports sont tendus ? Ça se passe comment ? C'est une bonne question parce que c'est quand même quelque chose qui est très présent au sein du mouvement réformé et le mouvement réformé c'est aussi un mouvement militant quand même. C'est un mouvement qui est très militant. Voilà. On ne demande pas aux gens d'être militants, mais par essence on est obligé d'être militant parce qu'en fait nous on défend quelque chose qui est différent de l'orthodoxie et l'orthodoxie est très présente en France comme en Israël et à un moment on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe. Je vais prendre un exemple qui est très concret, l'exemple du mariage. Alors le mariage en Israël c'est obligatoirement un mariage religieux. Que ce soit pour les musulmans, pour les chrétiens ou pour les juifs, c'est quelque chose qui date du mandat britannique. Mais c'est-à-dire que moi, si demain je veux me marier et je veux un mariage égalitarien, je peux pas me marier de cette façon, puisque le mariage... Ça veut dire que la femme soit un rabbin, enfin que le rabbin soit une femme et qu'elle vous marie. Par exemple, que le rabbin soit une femme, ou par exemple que je veuille signer la ketouba, qu'on veuille signer la ketouba à 4 mains. Qui est que ce soit une ketouba. Ou que le mari soit de mère non juive et de père juif. Par exemple, aussi. Ou que je décide moi aussi de casser le verre sous la choupa. Voilà. Alors c'est intéressant de vous entendre parler comme ça parce que ça montre un peu la complexité quand même du sujet. C'est bien d'expliquer le mouvement, mais le sujet est complexe. Comment se comportent, on va dire, quelques générations, parce qu'on a du recul quand même maintenant, quelques générations après, les gens qui sont issus de ce mouvement-là? Que deviennent-ils? C'est des gens qui sont juifs. C'est vrai que parfois, c'est vrai que je connais tout à fait cette, entre guillemets, cet a priori sur le juif réformé. Non, c'est pas un a priori, c'est juste une question parce que c'est vrai que comme ça s'éloigne de plus en plus de la halakha, telle qu'on la connaît, on va dire, donc on se pose la question. Alors, juste une toute petite correction, ça s'éloigne pas de plus en plus de la halakha, ça se base depuis toujours sur une halakha qui est plus souple.
Ok. Donc c'est un peu différent. D'accord. C'est pas que... Mais comme il y a quand même le libre arbitre qui rentre en jeu, ça peut s'éloigner. C'est vrai, ça peut s'éloigner. Ouais. Donc on voit parfois le juif libéral comme un juif qui ne mange pas kasher, qui ne fait pas kippour, qui mange du chametz à Pessah, et c'est pas du tout le cas. Et de façon générale, il y a aussi des juifs qui sont traditionnalistes et qui vont prier dans des synagogues orthodoxes, mais qui sont pas forcément très pratiquants non plus. Un juif libéral, alors je peux pas donner une image globale pour tout le monde, mais c'est des gens qui sont très actifs au sein de leur communauté. C'est des gens, de façon générale, qui vont à la synagogue le vendredi, soir pour Kabbat, Shabbat ou le samedi. C'est des gens qui sont très actifs au moment de la bat mitzvah ou de la bar mitzvah, par exemple. On donne vraiment des obligations avant la bat mitzvah et la bar mitzvah aux jeunes. Ils doivent, par exemple, choisir un projet. Et ils doivent rassembler une somme d'argent qu'ils vont donner pour la tzedaka, et c'est une obligation. C'est-à-dire qu'on donne pas, les jeunes ne peuvent pas faire la bat mitzvah ou la bar mitzvah s'ils n'ont pas accompli cet acte de tzedaka. Complètement. D'accord. Pour leur faire comprendre que rentrer dans la religion, j'ai 12 ans, j'ai 13 ans, ou j'ai mis les téphilines, mais c'est pas que ça. C'est aussi en tant que personne, qu'est-ce que tu vas faire? Pas forcément en tant que juif, un acte comme mettre les téphilines, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour le monde, presque. Donc il y a ça. Et il y a également l'obligation, pas seulement de lire dans la Torah, mais aussi de faire une dracha. De dire ce que j'ai pensé. Mais vous ne répondez pas à ma question. J'entends ce que vous me dites, mais vous ne répondez pas à ma question parce que devient une famille, par exemple? On a beaucoup de recul aujourd'hui. Je ne sais pas, moi, si l'arrière-arrière-grand-père était un juif réformé, que deviennent les petits-enfants, les arrière-arrière-petits-enfants? Est-ce que vous avez comme ça l'idée de ce qu'une famille comme ça réformée devient? Je pense que ça dépend. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent devenir rabbins, hommes et femmes réformés, et qui viennent de familles réformées. Okay. Donc voilà. Après, la question de l'assimilation, il y a également, forcément, mais je veux dire, de façon générale, un peu partout. Moi, je pense vraiment pas que le juif réformé, ses enfants ou ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants ne seront plus juifs parce que ils pratiquent moins la halakha, enfin ils se basent moins sur la halakha. C'est vraiment c'est un mouvement qui mérite d'être connu parce que déjà il est mal connu, parce qu'il a mauvaise presse et parce que c'est loin des a priori qu'on peut avoir sur ce mouvement-là. C'est vraiment voilà, le seder de Pessah, il est fait comme un seder presque traditionnel, mais parfois il y a des petits changements. Il y a des petites choses qu'on a rajoutées. Ou, par exemple, la maman, elle va prendre la parole lors du seder, pas uniquement le papa. C'est des choses, oui, qu'on n'aurait peut-être pas vues il y a 20, 50 ans, 100 ans. Mais est-ce que ça change vraiment la base du seder et la signification du seder? Je suis pas sûre. Donc, ça dépend de l'éducation de façon générale. Je pense qu'un juif orthodoxe ou traditionnaliste ou libéral, selon l'éducation qu'il va recevoir, peut-être qu'il sera encore plus juif ou beaucoup moins juif dans 20 ou 50 ans. Mais ça, c'est une question d'éducation. Moi, je pense que... Voilà. Donc, je pense que ça dépend. On peut pas dire comment va grandir un juif libéral et comment va grandir un juif orthodoxe. Et on en parlera peut-être aussi, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de familles orthodoxes et qui, à un moment, se disent « c'est plus pour moi ». Et qui décident de se tourner vers le judaïsme libéral, notamment en Israël, de plus en plus. Comme beaucoup de laïcs, qui n'ont pas du tout de pratique religieuse, qui décident quand même de se rattacher à quelque chose et se tournent vers le judaïsme réformé. Alors, si on veut avoir des précisions, est-ce qu'on peut vous contacter? Peut-être sur Facebook, ou est-ce que... Comment ça se passe? Alors, il y a deux choses. On a un site internet, alors en hébreu, en anglais et je crois en russe. Donc en Israël, où on peut trouver toutes les informations. Il y en a plein. Quel est le site? C'est reform, reform.org.il. D'accord. Donc ça, c'est le site, c'est notre site. Après, on a également des pages Facebook. Pour les francophones, ça s'appelle Mouvement israélien pour le judaïsme progressiste. D'accord. Et puis, les gens peuvent me contacter également. J'ai un email. Ou en privé sur Facebook, éventuellement? On peut aussi. Ils peuvent envoyer un message sur la page Facebook. Et on a plein de choses qui se mettent en place. On a 2 événements qu'on va mettre en place à la fin du mois, fin d'octobre. On en parlera, je pense, pour une autre émission un peu plus longuement. Vous pouvez juste donner les dates. À Simchat Torah, je crois, c'est ça? Simchat Torah, exactement. Un grand événement avec une communauté qui s'appelle Keilat Alev, qui est située dans le centre de Tel Aviv. Et une semaine après, le 27 octobre, on a un événement avec le rabbin Delphine Orviller, qui nous fait le plaisir de venir. Et voilà, on attend beaucoup de monde, on est ravis. D'accord. Ok. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, de nous avoir parlé de ce mouvement qui vous tient tant à cœur. Merci. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.